Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut et président fondateur de l'IFRI. Alors je rappelle à nos internautes que l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, think tank de référence français. Vous venez de publier Vivre le temps des troubles aux éditions Albin Michel. Vous nous dites dans votre livre que nous sommes à la croisée d'un passé encore là et d'un futur déjà là. Et c'est la première question que je vais vous poser. Vous nous dites que ce basculement entre le monde ancien et le monde contemporain date de 1945. Pourquoi ? D'abord, on est toujours entre le passé et le futur. Le présent n'existe pas. Le présent n'est qu'une zone de recouvrement entre un passé et un futur. Et c'est vrai au moment même où je vous parle et où on nous écoute, et c'est vrai aussi à l'échelle de la vie des peuples. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les troubles dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont ancrés évidemment dans un passé qui est toujours extrêmement présent, par exemple les questions religieuses en relation avec les dimensions ethniques, etc. Mais pourquoi également, 1945 ? Mais également le futur, c'est-à-dire ces extraordinaires transformations technologiques, etc. Alors 1945, ça dépend. Tantôt 1945, tantôt plus loin. 1945, sur le plan géopolitique, c'est évident, parce que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est la fin du cycle des deux guerres mondiales, première et seconde, qu'il faut prendre ensemble. Pour certains cas, il faut remonter au début du siècle, en fait, et notamment pour toutes les immenses révolutions scientifiques, technologiques, qui ont bouleversé toute notre manière de voir le monde, et tous nos repères, par conséquent. Alors, vous ne croyez pas dans un monde meilleur, et vous nous dites que c'est de la naïveté d'avoir tout à fait sous-estimé tout ce qui était religion et identité. Pensez-vous qu'on va vers, justement, des guerres de religion et d'identité ? Alors, le phénomène de la religion a beaucoup de dimensions, et on les confond souvent. Il y a la dimension anthropologique, qui est l'aspiration de l'homme à la transcendance, que nous avons tous plus ou moins, et au moins par intermittence. Mais sur le plan, disons, de la vie des peuples, comme aujourd'hui, la religion a peu de choses à voir avec Dieu, elle est surtout un signe identitaire, c'est-à-dire une marque ethnique, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, historiquement, chaque peuple a eu son propre Dieu. Et donc, les guerres de religion, dans le sens le plus large du terme, ce sont des guerres identitaires, des conflits identitaires. Et il y a, comme nous l'avons aujourd'hui avec le terrorisme islamiste, il y a aussi la manipulation cynique des religions, ce qui est encore une autre affaire qui se superpose à la dimension ethnique. Mais parce qu'on a voulu les oublier, dites-vous. C'est parce qu'on a eu tendance à penser qu'on pouvait se passer des religions. Oui, alors il y a cette tendance qui est un péché d'orgueil, l'hubris, qui est de croire que l'homme peut s'affranchir de l'axe vertical, de la dimension transcendantale. Et vous voyez, quand vous regardez l'histoire du XXe siècle, et dans son prolongement maintenant, vous avez au moins deux fausses religions, qui sont le communisme, car le communisme était une fausse religion, qui est terminée, qui est plus ou moins terminée, mais encore maintenant, je voyage beaucoup dans le monde, et notamment en Chine. Vous trouvez encore dans les provinces chinoises les slogans communistes, qui sont en réalité des laïcisations de versets des évangiles. Vous retrouvez ça exactement. Et puis l'autre religion sans Dieu, c'est aujourd'hui la religion, l'amour, le nouveau veau d'or de la technologie. La technologie, la civilisation numérique dont vous parlez. C'est-à-dire l'homme qui, toute la transhumanité, toute la discussion sur le transhumain, etc., c'est ça. C'est l'intelligence artificielle qui devient supérieure dans ce mythe à l'intelligence des hommes, des humains. Alors il y a un autre point que vous soulignez dans votre livre, c'est le fait d'avoir oublié dans la mondialisation l'importance des territoires. Alors là, il y a territoire et identité, on le voit avec la Catalogne. Qu'est-ce que vous pensez du référendum en Catalogne ?
Alors d'abord, ces histoires de territoire, plus généralement, c'est le poids du passé. On sous-estime l'histoire, l'empreinte du passé. Et à chaque fois qu'il y a des émotions, on se rappelle son passé. C'est seulement quand tout va bien qu'on ne pense pas à son histoire. Alors il y a aujourd'hui dans le monde un double mouvement en sens inverse, qui est l'un vers l'unification, parce que vous voyez bien pour le climat, par exemple, l'échelle des problèmes, c'est le monde entier. Et puis vous avez aussi une tendance à la fragmentation, et pas seulement en Catalogne. Là, c'est le dernier épisode, mais typiquement en Grande-Bretagne, n'oublions pas le référendum écossais, qui n'est pas si lointain, qui pourrait d'ailleurs ressurgir. Et là, on voit bien les dangers, parce que la fragmentation, l'éclatement, à quoi pourrait-il correspondre réellement dans le monde où, au contraire, je le répète, c'est l'unification qui importe. Alors, la Catalogne, c'est dangereux, ce référendum ? Alors, c'est dangereux, d'abord parce que ça va créer un climat pestiféré dans l'Espagne même, mais également parce qu'à l'ère de technologie de l'information, c'est un virus qui peut se propager et qui peut aussi déstabiliser d'autres pays. En ce qui concerne l'Espagne, je pense que la solution serait probablement une sorte de voie fédérale, si vous voulez, qui pourrait paraître raisonnable. Mais tout ça prendra du temps. Ouais. Plus d'autonomie aux régions. Ils en ont déjà eu. La Catalogne, on a déjà eu. Oui, mais il y a des histoires de gros sous aussi, comme toujours. Oui, évidemment. Alors, il y a un autre thème que vous soulevez dans votre livre, c'est celui de la laïcité. Et alors, vous dites à un moment, la Grande-Bretagne, alors c'est au sujet du traitement du communautarisme, et vous nous dites la Grande-Bretagne, par son appartenance au Commonwealth, s'en sort mieux que la France. Et là, on est un petit peu étonné, parce que depuis les années 2000, la Grande-Bretagne a subi énormément d'attentats, et on se dit pourquoi la Grande-Bretagne s'en sort mieux que nous ? De toute façon, les attentats, ils sont dans le monde entier. Citez-moi un pays où il n'y en a pas. Pour l'instant, ça se propage absolument partout. Oui. Mais en fait, les Anglais et les Britanniques sont beaucoup moins, traditionnellement, beaucoup moins gênés avec les phénomènes communautaristes qu'ils acceptent comme un fait de la vie que les Français qui, en raison de notre tradition historique, nie l'existence d'autres peuples que le peuple français. Quand vous songez, par exemple, que sur la France interdit les statistiques ethniques, par exemple. Bon, j'appelle ça, moi, la politique de l'autruche. Rappelez-vous aussi les controverses sur le peuple corse, etc. Oui. Mais vous trouvez qu'en Grande-Bretagne, le fait que chacun vive dans son coin, c'est une forme de bien-être, enfin, ce fameux vivre ensemble dont tout le monde parle, Ça, c'est une autre question, mais ça va avec celle du communautarisme. Non, parce que là, vous me posez la question d'un jugement de valeur comparé, etc. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que c'est dans la tradition britannique du Commonwealth, où effectivement on peut être indien depuis des décennies, et peut-être même plus d'un siècle, vous avez des communautés hindoues, pakistanaises, etc., qui vivent comme telles en Grande-Bretagne, et c'est accepté. Ça ne veut pas dire qu'il ne risque pas d'y avoir des incidents, voire plus graves. Malheureusement, on l'a vu, oui. Alors, on va changer de lieu sur la planète. Vous parlez, il y a la Corée du Nord et vous parlez d'un risque de dérapage. Mais vous dites qu'il y a un risque beaucoup plus important, c'est la Chine, un risque d'éclatement intérieur de la Chine. Alors, pas tout de suite, hein, vous nous dites, mais à moyen terme, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. C'est inquiétant, ça Inquiétant, tout est inquiétant et rien n'est inquiétant. Non, ce que je dis, c'est que en général, l'opinion publique se concentre toujours à un moment donné sur un aspect des questions. Dans ce livre, j'essaye de prendre un peu de distance et d'aider le lecteur à réfléchir sur des aspects variés. Bon. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'histoire de la Chine, on en vient à l'histoire, l'empreinte du passé. Mais l'empreinte du passé, la présence du futur, toujours la même dialectique. Oui. L'histoire de la Chine est une histoire complexe où vous avez assez régulièrement, ce n'est pas un mouvement pendulaire, hein, des guerres civiles, des éclatements, et puis des reconstitutions.
Et par exemple, le fameux incident de la place Tiananmen en 1989 aurait pu déboucher sur une fragmentation et un éclatement. Si le régime aujourd'hui se resserre et a renforcé son aspect autoritaire, c'est en grande partie pour éviter que les crises sociales, par exemple, qui sont réelles, ne dégénèrent sur de nouvelles guerres civiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la Chine comme un monolithe. Oui, vous dites bien le problème des inégalités sociales, de l'environnement, de la corruption. Enfin, en interne, il y a quand même différents défis à relever. Absolument. Voilà. Alors l'Europe donc va mal. La semaine dernière, Emmanuel Macron a fait une kyrielle de propositions. Parmi toutes ces propositions, quelle est celle qui vous semble la plus importante pour relancer donc cette Europe? Écoutez, je ne vais pas faire c'est très vague, mais il y avait beaucoup de propositions. Il y avait aussi bien le budget que la défense. Je vais déjà vous donner mon opinion. Bon. Oui. Alors, je crois d'abord que l'Union européenne, il faut la voir comme une unité politique en train de se fabriquer. C'est-à-dire que c'est un processus dans un monde où justement les forces d'union doivent l'emporter sur les forces de désunion. Donc c'est une sorte de laboratoire. Et après la chute du communisme, quand on a dû élargir extrêmement rapidement l'Union européenne, on a évidemment créé des forces centrifuges. Et la fragilité aujourd'hui est en grande partie la conséquence de cet élargissement qui, par ailleurs, avait évidemment plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, ce qu'il faut, c'est le point numéro 1, se rappeler que l'union l'emporte sur la désunion. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Brexit, c'est que tout le monde, après le Brexit, le lendemain, s'est mis absolument s'est mis à se dire mais mon Dieu, attention à ce qu'on va faire désormais. Regardez même les Pays-Bas où il était question aussi d'un référendum sur la sortie de l'autre question après, c'est celle du populisme. Alors ensuite, il y a les côtés, il faut revisser tout ce qui ne va pas, et c'est l'économie, c'est la monnaie, il y a d'ailleurs des progrès, c'est la question des frontières, Schengen, les lois sur l'immigration, peut-être une politique un peu plus cohérente vis-à-vis de la Russie ou d'autres. Mais ça, ce sont les déclinaisons. L'essentiel, c'est de se rendre compte combien cette Union européenne est précieuse et combien nous pourrions glisser dans les malheurs si nous la laissions se défaire. D'où la volonté d'Emmanuel Macron de reprendre un peu le leadership pour relancer... Absolument. Mais pour que ça marche, il faudra qu'il réussisse à faire vraiment les réformes économiques en France. Et on voit bien que ce n'est pas facile. Alors justement, la difficulté de M. Macron, vous nous dites, la situation dont hérite Macron ressemble à celle de la France de 1958, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir dans le contexte de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En 1958, c'était une année de très grand désordre économique. Et la France était complètement en train de décrocher avec l'inflation, etc., etc. Et de Gaulle n'était pas du tout un économiste, contrairement à Macron qui comprend le sujet. Banquier, oui. Mais de Gaulle a compris qu'il ne pouvait atteindre aucun de ses desseins sans préalablement remettre en ordre les finances publiques de la France et la politique monétaire de la France. Et c'est ce qu'il a fait avec l'aide notamment du fameux Jacques Rueff qui a joué un rôle très important. Très bien. Mais j'ajouterais que la situation actuelle est encore plus difficile qu'à cette époque. Parce que ? Parce qu'on a laissé les structures se détériorer pendant plus de 30 ans. D'État-providence, enfin de quoi? C'est-à-dire au lieu de faire, comme il faut toujours essayer de le faire, les réformes graduellement en continu, on a refusé les réformes, on est resté finalement dans une philosophie beaucoup plus proche de celle de 1945-1950, et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Eh bien, Thierry de Montbrial, merci beaucoup. Je suis désolée, on n'a pas pu tout aborder, notamment le dernier chapitre sur la nécessité d'une nouvelle gouvernance mondiale, ce qui mériterait un long débat. Donc, on laissera nos internautes le découvrir dans votre livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Thierry de Montbrial. Au revoir.